Pour aborder ce début de siècle, nous progresserons en quelque sorte par association d'idées. Commencerons par dresser un panorama de la poésie au tournant du siècle, héritière des poètes de la fin du XVe siècle. Une figure singulière se détache, il s'agit de Clément Marot. Sans rupture grandiloquente avec la période précédente, une poésie nouvelle voit alors le jour, du point de vue du style comme des thèmes. De la personnalité de Clément Marot, nous passerons à l'évangélisme, dont Marot était partisan. Cette notion est centrale pour comprendre le contexte littéraire et culturel de la période. Nous nous intéresserons enfin à Marguerite de Navarre, protectrice de Clément Marot, promotrice de l'évangélisme. Nous avions laissé la poésie du Moyen Âge au moment où les poètes des cours de Flandre, de France et de Bourgogne, de la deuxième moitié du XVe siècle au premier tiers du XVIe siècle, se livraient à des jeux poétiques d'une virtuosité sans égale jusqu'ici. Ces poètes ont été nommés les grands rhétoriqueurs. Les plus célèbres sont Jean Molinet, dont vous avez des extraits dans la brochure du Moyen Âge, Jean le Maire de Belge, qui sont tous deux à la cour de Bourgogne. À la cour de France, on retiendra surtout Jean Marot, père de Clément Marot. Ces poètes de cour s'illustrent avant tout dans des formes fixes. Ces formes proviennent directement de la poésie médiévale. Il s'agit par exemple de la ballade, du rondeau, de la chanson. Les grands rhétoriqueurs participent à des concours annuels dédiés à la Vierge, qu'on appelle les puits des Palinots. Ces puits sont organisés par des confréries poétiques. Le terme palinot vient de palinodie. Ces concours sont principalement situés dans le Nord et en Normandie, et peu à peu vont se répandre dans toute la France. C'est dans ce cadre que se constitue la première poésie française de la Renaissance. L'un des plus célèbres est le Puy de Rouen, fondé en 1486, que fréquentent Jean Marot et son fils Clément. Il s'agit notamment pour les participants d'y trouver un protecteur puissant. La littérature des puits et la production des grands rhétoriqueurs ne se recoupent qu'imparfaitement. La plupart des poèmes composés lors de puits sont restés anonymes. La poésie des rhétoriqueurs se caractérise par sa virtuosité, la très grande attention qu'elle porte à la langue. Ces poètes explorent toutes les ressources du vers, et y compris la prose. Leurs œuvres revêtent des formes extrêmement complexes et variées. Ils adoptent la forme du prosimètre, qui alterne entre de la narration en prose et des passages versifiés. Ces passages versifiés incluent des formes fixes. L'aboutissement le plus complexe de leurs recherches en matière de versification se voit dans les 10 strophies qu'ils composent. On a pu voir dans cette grande rhétorique un pur jeu formel sur la langue, un épuisement des formes poétiques médiévales. Discrédités par les poètes de la Pléiade et plus généralement accusés de formalisme, ils ont été récemment réhabilités, notamment au XXe siècle, par le groupe de littérature surréaliste de l'Oulipo, dont les membres pratiquent l'écriture sous contrainte. Clément Marot naît à Cahors en 1496. Il est le fils de Jean Desmarais, dit Marot, dont nous venons de parler. Clément commence lui aussi à composer très tôt des vers. Nous avons vu qu'il a participé avec son père au Puy de Rouen. On ne sait pas grand-chose de sa vie. À chaque fois que nous trouvons quelque chose dans son œuvre poétique, le Marot historique semble se dérober. Du Marot poétique, nous savons qu'il est emprisonné au Châtelet de Paris en 1526 pour avoir mangé du lard en période de carême. Par l'intermédiaire de François Ier, dont il est valet de chambre, il rencontre Marguerite de Navarre, sœur de ce dernier, et se met au service de celle-ci. Proche du roi et de sa sœur, il est pourtant chassé à plusieurs reprises de la cour, et surtout, il est fortement soupçonné lors de l'affaire des placards de 1534. Il fuit à Genève. Revenu en France, il doit fuir à nouveau en Italie en 1536. En décembre 1536, il abjure publiquement la religion réformée. Il devient alors l'un des poètes les plus reconnus de la cour. Mais la publication des psaumes va rediriger vers lui les soupçons de l'Église. Il meurt à Turin en 1544.
Entre catholicisme et réforme, Clément Marot n'aura pas officiellement choisi. Pourtant, il a été l'un des grands partisans de l'évangélisme. Clément Marot est marqué par la poésie médiévale. Nous avons déjà vu ses liens avec les grands rhétoriqueurs. C'est surtout la figure de François Villon dont il semble proche. Outre des proximités biographiques, Clément Marot a édité l'œuvre de Villon en 1533. Cette édition est une lecture subjective du Testament, mais elle témoigne d'un réel souci de mise en page de la part de Clément Marot. Ce dernier joue en effet avec les blancs de la page pour mettre en valeur les strophes et aérer le texte. Les poètes vont en effet prendre progressivement conscience des effets de lecture induits par la mise en page du texte poétique. L'adolescence clémentine est constituée de poèmes de jeunesse de Clément Marot, mis en recueil. Il écrit dans l'épître dédicatoire de la première édition: ce sont œuvres de jeunesse, ce sont coups d'essai. Les formes médiévales, telles que la ballade, le rondeau ou la chanson, sont très importantes. Malgré ces formes codifiées et contraintes, particulièrement en ce qui concerne le rondeau, le génie poétique de Marot a été d'insuffler une part de dialogisme dans ces formes pour en faire une poésie au ton personnel. Dialogue avec soi-même, mouvement de la parole mais aussi du regard, sont des traits emblématiques de sa poésie. Les poèmes sont souvent construits autour d'un retournement, dont la conséquence est tantôt grave et sérieuse, quand il est par exemple question du salut de l'âme, tantôt futile et légère. Ce recueil contient en outre des textes extrêmement variés. On y trouve aussi bien des traductions, notamment la traduction d'un extrait des Bucoliques de Virgile, l'adaptation d'un texte de Lucien de Samosate. On trouve aussi des épîtres, des complaintes, des épitaphes. Le dialogisme dont nous avons parlé s'épanouit pleinement dans la forme de l'épître. Les 10 épîtres de l'adolescence sont adressées à des proches de Marot, comme Marguerite de Navarre, à qui sont dédiées les 3 premières épîtres, ou encore la dernière qui est dédicacée à son ami Léon Jamet. Vous l'avez dans la brochure. Les destinataires de ces épîtres donnent un éclairage sur la sociabilité de cour. La dimension dialogique des épîtres est à rapprocher de l'éthique de la conversation que promet Marot dans son œuvre. Le poète exilé recrée autour de lui une conversation avec ses amis ou plus largement avec la communauté évangélique dans son ensemble. Cette tendance dialogique de la poésie de Marot se retrouve aussi dans certains jeux poétiques dont il est l'initiateur. Le blason du Bottétain, par exemple, a été à l'origine d'un véritable concours poétique remporté par Maurice Sèvres, avec son blason sur le sourcil. Par jeu avec sa propre œuvre, Marot a composé un contre-blason du lait éteint. Le ton léger de la poésie marotique, parfois qualifié de badin, ne doit pas en masquer le ton parfois grave et les préoccupations sérieuses. Au cours de sa jeunesse, on l'a déjà dit, Clément Marot traduit des auteurs antiques et les adapte. Mais c'est surtout la traduction qu'il donne des psaumes qui le consacrera comme traducteur et l'inscrira parmi les représentants de l'évangélisme. Ainsi, il commence sa carrière par la traduction d'une œuvre antique, les Bucoliques de Virgile. Il l'achève sur la traduction d'un extrait de la Bible, les psaumes. Marot met humblement sa parole poétique et son œuvre poétique au service d'autorités qui sont à la fois antérieures et supérieures. En 1543, Clément Marot publie une traduction de 50 psaumes. Cette traduction, et surtout l'évangélisme de Clément Marot, doivent beaucoup à Marguerite de Navarre, qui n'a cessé de soutenir le poète. Ces traductions des psaumes s'affranchissent des contraintes poétiques médiévales, et l'écriture annonce celle de Ronsard dans ses odes. Cette édition est mise à l'index de la Sorbonne et Marot s'exile définitivement. L'entreprise de traduction des psaumes sera continuée par Théodore de Bèze. Née à Angoulême en 1492, Marguerite de Navarre est très proche de son plus jeune frère François Ier. Elle meurt en 1549. En 1527,
Elle épouse Henri II d'Albret, roi de Navarre, en secondes noces, et devient alors Marguerite de Navarre. Leur fille, Jeanne d'Albret, sera la mère du futur Henri IV. Marguerite de Navarre est l'une des grandes figures de l'évangélisme. Le terme évangélisme n'existe pas à proprement parler au XVIe siècle. Il est employé par les historiens à partir du XIXe siècle. On trouve néanmoins les adjectifs évangélique ou évangéliste, et parfois même sous leur forme substantivée. L'adjectif évangélique apparaît par exemple une dizaine de fois dans l'œuvre de Rabelais. Il désigne à la fois ce qui fait référence au contenu de l'évangile et la pratique des chrétiens qui cherchent à revenir aux sources de l'évangile. Dans le contexte de la réforme protestante, le terme évangélisme désigne avant tout les réformateurs modérés. Cela prône un retour à la lettre de l'évangile et dénonce les pratiques liturgiques et certains aspects du dogme traditionnel de l'Église catholique, comme de la Sorbonne. Il refuse néanmoins le schisme et reste fidèle à l'autorité de Rome. Les évangélistes ne sont pas doctrinaires, leur seule doctrine est le texte biblique lui-même, qu'il faut dégager des conventions humaines. Jacques Lefebvre d'Étaples, par exemple, principal représentant du courant évangélique en France, traduit en français le Nouveau Testament. Dans son épître exhortatoire au Nouveau Testament, il qualifie l'Évangile de « vraie doctrine de Dieu » et lui oppose les autres doctrines des hommes. En France, ces idées ont notamment été promues par le diocèse de Meaux. Après sa dissolution, en 1526, il continue à bénéficier de la protection royale, notamment sous l'égide de Marguerite de Navarre. L'historien Jonathan Reid considère que celle-ci était au centre d'un réseau d'évangélistes regroupant près de 200 personnes. L'affaire des placards d'octobre 1534 met l'évangélisme en grande difficulté. François Ier choisit le parti de la répression, et Marguerite de Navarre voit son influence à la cour royale diminuer. À partir des années 1530, elle se consacre d'ailleurs à l'écriture. En 1531, elle publie Le Miroir de l'âme pécheresse, prière adressée au Christ. La réédition de cette œuvre en 1533 nécessitera l'intervention de François Ier auprès de la Sorbonne. L'œuvre poétique de Marguerite de Navarre sera rassemblée dans un recueil, Les Marguerites de la Marguerite des Princesses, publié en 1547 à Lyon, année de la mort de François Ier. On y voit, dans ce recueil, l'évolution de sa poésie. Héritière de Clément Marot, Marguerite de Navarre a poussé plus loin que lui le mysticisme poétique. La poésie est conçue comme un moyen d'atteindre le divin. L'allégorie y occupe une place importante. Son poème Les Prisons, composé entre 1547 et 1549, par exemple, accorde une large place à l'allégorie. Il s'agit d'un long poème initiatique, près de 5000 vers répartis dans 3 livres, long poème qui décrit la libération de l'âme des 3 prisons, que sont l'amour, le pouvoir et le savoir. La poésie de Marguerite de Navarre, supplantée par la poésie de la Pléiade, a été redécouverte à partir du XIXe siècle. Marguerite de Navarre a aussi composé de nombreuses pièces de théâtre, mais c'est surtout pour son recueil de nouvelles qu'est l'Heptaméron qu'elle est connue. Construit sur le modèle du Décaméron de Boccace, l'Heptaméron est constitué de 72 nouvelles. Commencé probablement un peu avant 1545, encore qu'il y ait débat sur cette date, il devait au départ contenir 100 nouvelles, mais il a été interrompu par la mort de Marguerite de Navarre. 2 éditions non officielles voient le jour en 1558 et 1559. Cette même année, 1559, Jeanne d'Albret, la fille de Marguerite de Navarre, décide de donner une édition plus fidèle. La source de Marguerite de Navarre est évidemment Boccace. 10 devisants sont bloqués dans une abbaye à cause d'une crue. Dans le Décaméron, il s'agissait d'une épidémie de peste. Chez Boccace, on avait 7 femmes et 3 hommes. Ici, on a 5 femmes, 5 hommes.
La composition est similaire. Un prologue pittoresque décrivant un locus aminus qui sert de cadre à la narration des nouvelles, qui alterne entre contes plaisants et histoires tragiques. L'heptaméron s'interrompt au début de la 8e journée, mais devait s'étendre sur 10 journées, comme le Décaméron. En revanche, l'heptaméron s'écarte de son modèle sur plusieurs points. La narration fictive ou merveilleuse est proscrite. Les narrateurs ne sont pas des conteurs professionnels, les histoires racontées sont authentiques. Les dialogues qui suivent chaque récit y sont aussi très importants. Ils sont l'occasion d'un affrontement entre les deux visants, qui est aussi un affrontement entre les sexes. Le thème des relations hommes-femmes est en effet un thème récurrent des nouvelles. La 4e nouvelle relate une tentative de viol subie par une grande dame, soupçonne d'ailleurs qu'il s'agit de Marguerite de Navarre elle-même, grande dame qui se résout à garder le silence et à ne pas dénoncer son agresseur. Raconter cette histoire pour la narratrice, l'écrire pour l'autrice, est une façon de briser le silence et de dénoncer l'agresseur.